propose de démarrer ce conseil municipal et je vois que tout le monde est dans la bonne humeur. C'est très bien. Je pense que nos caméramans attitrés sont opérationnels. Audrey fait signe de la tête que oui. Eric fait signe que oui. Donc nous pouvons démarrer ce conseil municipal. Par l'appel, Fabrice Poussardin présent, André Laloze, Bertrand Pierre présent, Marie-Isabelle Verdu, Philippe Grégoire, Jérôme Morphin. Parfait. Sandra Thoman, Jean-Michel Moreau, Sandrine Albedel, doit être sur la route. Très bien. Mireille Joux, que j'ai vu. Présent. Jean Demange. Présent. Béatrice Michel. Gilles Durand. Corinne de Kiser. Frédéric Blanc, malgré sa petite jambe un peu fatiguée, quand même venue. Sa grande jambe, on va dire. La jambe comme les surfaces. Cathy Gênes. Philippe Mioche, il a laissé un pouvoir. Alors, Philippe Mioche, Pierre Bertrand, et j'ai un SMS de Sandrine. Ah, peut-être. Oui. Un pouvoir à Pierre Bertrand, pardon. Ah, très bien. Donc pour Philippe Mioche, on a Ah non, si. Fabienne Malisco, présente. Éric Gianerini, présent. Christine Brochet. Gérard Morphin qui est à la machine aujourd'hui. Là. Christine Gendron, absente. Béa Bérenguer, je l'ai vu. Fred Orsini, il est par là. Gilbert Bougie. Oui. Gisèle Spéciali avec sa valise. Stéphane Depau. Et Karine Dinard. Elle arrive, Karina. Qui va arriver. Elle devrait arriver. Parfait. Qui va arriver. Pas de souci. Pas de souci. Alors, maintenant que le quorum est bien atteint, que les pouvoirs sont vérifiés, je déclare la séance ouverte. On va chercher une âme charitable pour faire le secrétariat de ce petit conseil. Le suspense est à son maximum. Et Gérard Morphin se présente. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 4 avec Karine. On donne la procu peut-être pour... 4 avec Karine et vous pouvez passer à la procu pendant qu'on fait le truc. Voilà. Donc, juste pour... juste pour justifier le vote, d'habitude on vote contre. Et dans quelques instants, vous allez soumettre au vote le PV du Conseil du 24 janvier. Et donc, à la majorité, à l'unanimité, le groupe d'opposition a trouvé que le PV était rédigé d'une manière cohérente, claire. Alors, bien sûr, il y a des éléments qui manquent, mais c'est pour vous dire que dans quelques instants, on va approuver le PV pour la première fois. C'est la raison pour laquelle on s'est abstenu sur le choix du secrétaire de séance en espérant que le PV qui viendra sera aussi bon que le précédent et surtout qu'on arrive à rattraper l'ensemble de retard en matière de PV. J'entends bien ces remarques et je pense que la pression maintenant est sur les épaules de Gérard qui devra être à la hauteur du secrétaire de séance président, que je félicite par ailleurs puisqu'il obtient l'unanimité dans sa rédaction. Et je pense que Gérard qui a les épaules, je termine, pardon. Je pense que Gérard qui a les épaules très larges saura assumer cette pression avec beaucoup de talent. Pas l'unanimité, on s'est abstenu. Avec l'unanimité de la majorité et avec l'abstention de la minorité. C'est à la majorité. Voilà, donc à la majorité. De quoi? De ma majorité. Ah, on n'a pas voté encore. C'est à la majorité. Gilbert nous faisait une information avant vote. Donc on n'a pas encore voté. Pour l'instant, on n'a pas fait de bêtises, je crois. Voilà. Alors, justement, ce procès verbal du 24 janvier va passer au vote. Maintenant, on peut y arriver. C'est Eric qui pose une question.
j'ai dit 4 abstentions sur le choix du secrétaire. S'il est pardon. perdu le... Abstention sur le choix du secrétaire. 4. Ah, et Gilbert va te faire passer la procuration de Karim, qui ne saurait tarder, mais qui est dans les bouchons, je pense. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Alors, pour le procès verbal du 24 janvier, qui est contre? Qui s'abstient? C'est l'unanimité, semble-t-il. C'est parfait, je vous remercie. Alors, on a reçu un pouvoir par texto de Mme Albonnet qui ne pense pas se sortir de ses bouchons et qui l'accorde à M. Jean Demange. Ah, merci. J'ai l'honneur de l'accorder. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, oui. C'est très bien. Donc, je vous remercie. Je laisse juste Mme Jouve éteindre son portable. Et du coup, c'est fait. Très bien. Passons maintenant aux questions. Première délibération, je pense que Pierre est bien au courant de la chose, Sandra pourra les coller. C'est la convention de servitude de bénéfice de la société Enedis. Pierre, Voilà, c'est donc, en ce qui concerne cette servitude, vous avez dû le lire dans la libération, donc c'est la parcelle cadastrée BD23, BA23, pardon. BE23, pardon. C'est bien, ouais, je ne les ai pas prises. Merci Gilles de me le rappeler. Donc c'est en ce qui concerne l'alimentation future du plateau sportif. Effectivement, donc, on a pu voir qu'il y avait une alimentation à faire importante du plateau. Et dans le cadre donc, de cette réalisation-là, afin que tous les projecteurs, quand ils seront en fonction, bien sûr, fonctionnent correctement, que ce soit le tennis ou le stade municipal, ainsi que la périphérie, donc les parkings, les accès, les annexes, il a été nécessaire donc, de prendre position sur le plateau de la plaine. Le choix a été fait donc, bien sûr par les techniciens d'Enedis. Et on doit parfaire donc, cette alimentation par bien sûr des tranchées qui partiront du transfo jusqu'à la limite donc, de la connexion, c'est-à-dire de la noire qui sera sur le plateau, et ainsi que c'est pour le positionnement donc, de ce 5UF, c'est un peu de la gemme pour vous, le 5UF, c'est donc un poste qui va permettre dans un premier temps une capacité de 600 kVA avec une possibilité d'extension, on pourra aller jusqu'à 800 kVA, donc je pense que c'est une bonne chose. Donc c'est simplement comme toutes les conventions avec pas mal bien sûr de prescriptions d'Enedis, hein, que ce soit quand c'est du privé ou du public, effectivement les prescriptions d'Enedis sont toujours très réglementaires, mais ceci étant c'est pour la bonne cause, donc voilà. Répondant aux questions s'il y en a, mais c'est une libération tout à fait normale dans le cadre de l'alimentation d'un secteur par Enedis. Voilà. Peut-être des questions? Bon, plutôt des remarques. La première, bon, c'est une bonne chose, hein, après avoir fait un stade d'apporter l'électricité et peut-être l'eau pour qu'il puisse être fonctionnel, mais on est étonné de voir ce projet arriver après avoir construit le stade. Généralement, en tout cas logiquement, puisqu'il s'agit d'un projet qui est annoncé depuis des années et des années, bon, on pensait que tout était prêt quoi, pour accueillir l'électricité. On se rend compte que bon, ça n'a pas été fait. C'est bien que ça va être fait, mais on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Généralement, je peux me tromper, hein, mais on fait l'électricité avant d'avoir fait le stade. Et deuxième remarque, encore une fois, ce sont des remarques et pas des questions, les 20 € qui représentent une indemnité unique et forfaitaire,
j'ai la chance de travailler à la fac de droit et j'ai croisé un collègue en droit. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bon, c'est vrai que c'est bizarre. Généralement, soit c'est gratuit, soit c'est 1 euro symbolique, soit une vraie tarification. Et une vraie tarification, ça ne donne pas 20 euros. Donc, peut-être que je te pose une question. C'est plus une remarque, une question. Pourquoi 20 euros? Pourquoi 20 euros et pas 50 ou 30 ou 35 ou... Voilà. C'est bon? Très bon. Donc pour la première question, donc en ce qui concerne l'alimentation, vous savez qu'au niveau d'Enedis, il y a des délais qui sont très importants en ce qui concerne justement les autorisations d'une part, mais aussi les délais en ce qui concerne la réalisation au niveau des génies civils, au niveau aussi de la section de câbles et surtout les mises en service. Donc dans tous les cas de figure, que ce soit du public ou du privé, vous avez souvent une demande qui se fait en amont, bien sûr, ou en même temps que le permis. Ceci étant, il y a des analyses qui sont faites. La demande elle a été faite en même temps que le permis, bien évidemment. Et puis, on a choisi de travailler en coordination avec Enedis et le SMED, puisqu'à l'époque, il y avait des tranchées qui devaient se faire. On a profité de cette occasion, justement, pour essayer de faire bénéficier à la commune d'un coût moindre, ce qui a été le cas pour ce transformateur, puisque au départ c'était 30 000 euros rien que le positionnement, et aujourd'hui, donc, je pense qu'avec la moitié moins, nous sommes arrivés à positionner ce transfert. Donc moi ça ne m'étonne pas trop, mais pour te répondre clairement, on avait bien anticipé en ce qui concerne l'alimentation du plateau, mais sachez que c'est des délais importants. Et je me répète, mais dans le privé, c'est aussi problématique, hein, puisque moi j'ai souvent des personnes qui m'appellent, qui essaient de me dire « Monsieur Bertrand, il faut intervenir auprès, ça fait 6 mois ». La grosse problématique, c'est la mise en service, et par rapport à un permis déposé à X date. Il y a des délais, certes, mais qui ne sont pas toujours respectés par Enedis. Et je sais que les élus, à chaque réunion que nous avons, bon maintenant je ne siège plus, mais au niveau du syndicat mixte qui a une convention avec Enedis, c'était les remarques essentielles dans les délais d'exécution. Ça c'est pour la première réponse. Et en ce qui concerne la deuxième, tu parles des 20 euros. Les 20 euros c'est un forfait. C'est un forfait qui a été voté donc, au niveau de leur statut. Et c'est pas, quand tu me dis ça surprend, non, c'est dans la réglementation, c'est une proposition de forfait de 20 euros par rapport à leur statut, et en ce qui concerne aussi les linéaires donc, qui ont été impactés par rapport à cette réalisation, et par rapport à l'entretien aussi qui se fera sur cette ligne par rapport au foncier communal. Voilà. Moi, ça ne me choque pas, mais bon... Non, mais ce n'est pas une question de choquer ou pas choquer. Non, c'est en ce qui concerne la première réponse, j'ai compris ce que tu as voulu dire. La deuxième, j'ai rien compris. Tu vas te reprendre. Mais concernant la première, on est en train de parler de plusieurs années. Je suis moi-même confronté à des délais, et tu as tout à fait raison, des Enedis qui vont à 4, 5, 6 mois, allez, 1 an. Là, le projet du stade, c'est un projet de 11 ans. Je veux dire, et ça commence par la base, et la base c'est l'électricité et les réseaux, voilà, les réseaux d'une manière générale, il n'y a pas que l'électricité. Donc lorsque tu me dis que c'est long, je comprends, mais ça ne correspond pas à ce qui s'est fait et ce qui se dit. En ce qui concerne ta deuxième réponse, un moment tu me dis c'est la législation, un moment tu me dis c'est une proposition d'Enedis en fonction. Oh, mais c'est un forfait qui est réglementaire. Donc c'est la règle, tout le monde paye 20 euros pour ce type de forfait réglementaire dans le cas d'une construction telle que celle-ci. Ça varie selon les constructions, les forfaits ne sont pas tous identiques. Là c'est réglementaire, c'est ce que je t'ai dit. Donc c'est réglementaire, voilà. Je vais compléter le propos de Pierre, si vous le permettez. En ce qui concerne la première question, quand on accorde un permis de construire ou un permis d'aménager, puisque je pense que pour le stade c'était d'abord un permis d'aménager, le projet, il y a bien entendu dans ce permis d'aménager en ce qui concerne l'électricité, notamment des consultations qui sont faites par Enedis, enfin à Enedis exactement, puisque c'est eux qui ont le réseau.
Et donc nous présentons nos besoins avec les besoins électriques pour notre projet, et Enedis peut nous valider ou pas notre permis d'aménager selon certaines conditions. En l'occurrence, ils l'ont validé. Donc nous savions que pour eux, le courant électrique pourrait être fourni par Enedis. Comme tu l'as si bien signalé, c'est un projet d'idée, parce que là, le permis, la conception ont moins de 11 ans, d'idée qui est assez ancienne. Et il nous est arrivé pendant le début de réalisation que nous sommes aperçus que notre chantier à nous se, entre guillemets, télescopé, et j'avais l'impression de dire, j'ai l'impression que c'était plutôt pour la bonne cause, avec l'enfouissement de la ligne HTA qu'a fait Enedis pour l'enfouissement de l'ensemble des réseaux HTA qui partent sur plusieurs communes dont la nôtre. Et d'ailleurs, je remercie parce que je pense que Mireille, à l'époque, a été à l'initiative aussi de cet enfouissement de ligne et qu'elle est bien au courant, de Riclavier, on va dire, pour notre commune, pour faire simple, jusqu'au plateau de la Plaine. Ce qui va permettre de pouvoir donc enfouir les lignes et de rendre un paysage beaucoup plus agréable sur les quartiers, par exemple, de Riclavier, entre autres. Et donc, nous avons profité de ces travaux, en discussion avec eux à travers des réunions, pour améliorer notre projet. Nous avons pu ainsi profiter de surlargeur de tranchées pour prévoir des fourreaux pour la vidéoprotection future. Nous avons profité d'enterrer certaines lignes téléphoniques par la même occasion, qui vont l'être, et nous avons aussi profité de cet enfouissement de ligne qui passe à la fin, pour la petite histoire, en face du grand champ où habite le papa de Karine. Donc cette grande ligne qui traverse le grand champ à la baraque va aussi disparaître, il passera sous le trottoir de l'entrée de Ville-Sud, qui avait été réalisé il y a 4-5 ans. Et en discutant avec eux, on leur a demandé de profiter aussi de leurs travaux prévus pour pouvoir faire un raccordement plus pertinent sur notre plateau. Dans la mesure où on a eu pendant 2 ans de très bons rapports avec eux à travers tous ces travaux, Pierre a demandé comment optimiser. Quand on fait venir une pelle pour faire une tranchée pour un gros câble, peut-être que la même pelle peut nous aider pour optimiser aussi et enfouir un peu mieux ou tirer un peu mieux nos réseaux. Tant et si bien qu'on a pu, en économisant de l'argent, avoir une distribution électrique qui soit plus intéressante, qui va nous permettre non seulement de pouvoir raccorder le stade de foot, bien sûr, et les 4 terrains de tennis, qui attendent bien sûr ces 2 associations, mais avec ce renforcement électrique, on pourra améliorer la distribution électrique au niveau aussi de l'association de modélisme, qui l'attend aussi, donc on est content pour eux. Et cet enfouissement de ligne, bien sûr, c'est de l'embellissement et aussi de la sécurité, mais, pour la petite histoire, il y a encore peut-être d'autres avantages, mais je pense à celui-ci. Nous avons au niveau du rond-point de la baraque un petit parking. Sur ce petit parking va devoir se positionner une station de potabilisation. Cette station de potabilisation va nous permettre de pouvoir raccorder 2 réseaux. Un réseau de l'eau de ville géré par notre ferme de la Seine et un réseau d'une société du canal de Provence. À l'époque, quand nous avions fait le rond-point de la baraque, Pierre avait suivi le dossier et avait demandé de pouvoir faire des travaux sous-giratoires qui n'étaient pas prévus dans la première tranche en prévision. Et on va voir si ces travaux vont bien fonctionner, puisque nous allons devoir faire un travail sur la porte blindée qui permet de sécuriser notre source d'eau de vérification, travail qui va être fait par EDF et avec la maîtrise et la surveillance de la métropole. Et donc, la métropole va pouvoir prendre en charge cette station de potabilisation. Et donc, du coup, là aussi, pour toujours améliorer le projet, nous avons demandé à ce qu'il y ait un raccordement électrique à proximité, parce qu'une station de potabilisation a besoin d'un peu de courant. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce fameux appareil électrique, ce 5UF Transfo, va nous apporter beaucoup de choses, et pas simplement qu'éclairer un stade et un tennis. Et que quand nous avons établi à travers ces différentes réunions les différents partenaires qui vont pouvoir bénéficier, pas que le stade et le tennis, pas que la commune, mais d'autres, nous avons mutualisé un ensemble de travaux et donc nous avons convenu avec Enedis d'avoir l'ensemble
l'ensemble des données nécessaires et on ferait la convention à la fin, voilà, puisque nous avions déjà l'accord d'Indice pour au moins le stade des tennis. Voilà, tout simplement. Donc du coup, maintenant que nous sommes à la fin de la réalisation de cet équipement et que c'est le moment de pouvoir apporter du jus, j'ai envie de dire grossièrement, pour toutes ces réalisations qui, je pense, font l'unanimité en ce qui concerne l'enfouissement de lignes, en ce qui concerne apporter du courant à nos associations, en ce qui concerne mettre en sécurité notre village pour la deuxième source d'eau nécessaire que nous avions prévu, qu'on va devoir tester. Pour tous ces éléments, cette délibération qui, somme toute, peut dire patronyme, quand même un peu d'importance, puisqu'elle va nous permettre de régulariser officiellement une petite emprise de quelques mètres carrés, j'ai envie de dire, avec Enedis, par une sorte de convention, avec donc en conclusion ce tarif forfaitaire que nous a indiqué Enedis en disant, alors on peut l'appeler le 20 € symbolique et pas le euro symbolique, mais je pense que l'enjeu pour notre commune à travers ce transformateur est bien au-delà de cette somme-là, et que tous les bénéfices que vont nous apporter ces travaux seront bien intéressants, et que nous avons pu réduire le coût de ce que nous avions au niveau de la réalisation grâce aux travaux que Enedis faisait. Est-ce que tu veux compléter? Juste compléter par rapport à ces retards, enfin à ces négociations qu'on a avec Enedis, sachez aussi que donc, la ligne qui se trouve aujourd'hui, la 15 000, la moyenne tension, on parle de HTA en termes professionnels, il y a peut-être Stéphane qui assimile très bien puisqu'il a travaillé des années EDF, mais bon, cette grande ligne que vous voyez aujourd'hui qui part de, pour ceux qui connaissent M. Valenza, cette grosse ligne de Val qui traverse et qui va jusqu'à Point 10, là, dans le travers, en passant par les bottes, cette ligne va partir. Donc dans très peu de temps. En plus, là je regarde un peu plus Karine, parce que vous êtes concerné parce que cette ligne BT, alors on parle de la basse tension aujourd'hui, donc on avait prévu aussi de la faire empourir, donc on avait anticipé pour mettre des fourreaux, ça fait un moment qu'ils y sont, et aujourd'hui vient l'heure de faire la dépose de cette ligne. Donc à mon sens, aujourd'hui, d'ici je vais dire 2 ou 3 mois, pourquoi en ce qui concerne la dépose? Parce qu'aujourd'hui il y a encore un petit souci concernant 2 poteaux importants. Pour ceux qui connaissent, quand vous montez ce chemin de la plaine, tous les poteaux vont disparaître, sauf un, c'est le premier à gauche quand vous montez. Et celui-ci, il va être remplacé par des poteaux qui s'appellent des poteaux petits Jean, c'est-à-dire que c'est des poteaux très, très solides pour supporter, si vous voulez, des emprises de part et d'autre de la RD 96. Et aujourd'hui, Enedis, malgré leurs études, se sont aperçus que ce n'est pas un qu'il fallait changer, mais le deuxième aussi, qui est de l'autre côté de la 96. Quand vous partez dans le sens du rond-point, vous allez vers le rond-point de la baraque, vous verrez que sur votre droite, un peu en contrebas, là aussi il va falloir, on nous a annoncé ça il y a un mois, on nous dit, M. Bertrand, ce poteau, Enedis veut le changer, donc il va falloir donner un coup de bourre, il va nous falloir aussi une autorisation en extrême urgence concernant l'emprise foncière, donc prochainement on va en voter une autre, mais j'ai dit, mais de toute façon, faites-le, on régularisera, il n'y a pas de souci. Donc ces 2 poteaux vont disparaître au profit de poteaux béton beaucoup plus costauds, et ils seront, un où vous liez, bon ça ne changera pas, et celui qui est actuellement monté à gauche, il sera reculé un petit peu. Ça veut dire que cet espace aujourd'hui autour du rond-point de la baraque et toute cette entrée sud de la commune, ben effectivement, aujourd'hui prenez des photos, parce que je le dis souvent, moi j'ai travaillé depuis 2003, je suis délégué aux semaines, et c'est vrai qu'on ne se souvient pas, on le voit tout le temps, on se dit tiens c'est là, ça embête, c'est gênant, c'est pas beau, et le jour où elles y sont plus, vous passez l'année d'après, et les gens vous disent mais il n'y a pas de ligne. Voilà. Donc c'était une précision aussi que je voulais rajouter à ce sujet. Voilà. Avec Enedis, c'est souvent juste vous remercier et surtout remercier Fabrice pour l'explication qui a été plus claire, mais ce que j'ai voulu dire... mais tu as fait l'historique, on a compris. Vraiment, bon, je rebondis, c'est pas pour insister, mais lorsqu'on voit que le trottoir qui a été refait à neuf est en train d'être de nouveau cassé, ça nous confirme dans notre idée, pour faire passer les lignes électriques,
ça nous reconfirme dans nos idées en disant bon, c'est des choses qui auraient pu être anticipées, puisque le projet du stade était, peut-être que le permis n'était pas obtenu, mais il y en avait un autre, etc. Mais c'était quelque chose qui allait dans votre esprit être réalisé, donc c'est des choses qui auraient pu être anticipées et ne pas recasser le trottoir pour le reboucher, etc. Donc, Pierre a une explication. Je vais te répondre. Écoutons-le. Je vais essayer d'être le clair, parce que bon, des fois, c'est trop technique, ou d'après toi, je ne m'exprime pas bien, mais c'est peut-être pas tout le monde a ton analyse. Ceci étant, je me fais un plaisir de répondre à cette remarque-là. Vas-y, fais-toi. Comme toutes les remarques, mais plus spécifiquement celle-ci. Pour la bonne et simple raison que tout le monde peut faire des erreurs dans la vie, bien sûr, et y compris Enedis. Y compris Enedis, qui est quand même une structure importante, ils ont des cabinets d'études importants. J'avais assisté à cette réunion. Le cabinet Fontvieille, qui avait été mandaté par Enedis, avait trois personnes qui venaient assister aux réunions. Bon, il y avait c'était pas la commune de Mérargues avec un petit Pierre Bertrand, adjoint aux travaux, il y avait du lourd. Et bien même le lourd font des erreurs, parce qu'ils nous ont demandé, et preuve à l'appui, de mettre des chambres, en prévision du tirage de la HTA, des chambres qui faisaient 1 mètre par 1 mètre, et nous en ont signifié 10. Bon, nous, bon exécutants, bien écouter la maîtrise d'œuvre, le bureau d'études, ils ont positionné toutes ces chambres. Sauf que le jour, comme il y a du retard, que je t'expliquais au début, ça, on fait des travaux, mais c'est souvent 6-8 mois après qu'on met les câbles, parce que il y a tous les problèmes que j'expliquais tout à l'heure. Mais quand ils sont arrivés sur place, M. Gialis m'a appelé, il m'a dit « M. Bertrand, ça ne va pas ». Je dis « Comment ça ne va pas ?» Il me dit « On ne peut pas tirer la HTA, vos chambres sont trop petites, à la bonne heure ». J'ai dit « Mais regardez, alors, par mail, on lui a envoyé tous les documents, et effectivement, il dit « Écoutez, il faut qu'on se voit, M. Bertrand, et que M. le maire vienne sur place ». Il n'y a pas de problème. Donc nous voilà partis sur le terrain, et on a dit, ben, comment on fait, M. Jalis? Et alors, j'ai dit, maintenant, vous allez passer de l'autre côté, parce que nous, on ne va pas casser le trottoir, parce que la première question que je vais avoir en conseil municipal, M. Jalis, c'est, on va me dire, mais M. Bertrand, voilà, vous ne travaillez pas bien, vous ne comprenez pas, vous êtes... Non, mais non, c'est pas ce que je veux te dire, mais voilà, je fais juste un petit... Anticipation. Voilà, donc, ça peut arriver qu'on se trompe, mais là, c'est pas nous. Et je lui ai dit, ben, comment on fait alors, M. Jalis? Ben écoutez, M. Bertrand, on peut passer de l'autre côté, mais alors on a eu déjà du retard, parce qu'on a essayé de coordonner ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on va me prendre encore 8 mois de plus, parce qu'il va falloir les autorisations de M. Kress, le notaire que Gilles, en référence à l'entrée dans le garage. Voilà. Donc on repartait pour 8 mois. Donc on s'est senti un peu mal de dire encore une fois 8 mois de plus. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une erreur qui n'est dit. Et je dis, et la solution du trottoir, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Ben, il a dit, écoutez, M. Bertrand, M. le maire, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on prend tout à nos frais, on a fait l'erreur, et on va faire des cisaillements propres, et j'ai dit, mais le béton désactivé, et on va vous faire un béton désactivé, avec des joints, quand ça sera dans le temps, ça passera un peu mieux, et vous verrez qu'on verra plus rien. Voilà, c'était simplement une explication, je pense, claire, pour dire que tout peut arriver, même au meilleur. Voilà. Juste compléter ce petit propos avant de passer la parole à Karine qui vient d'arriver. En effet, ces chambres-là ont été faites il y a 4 ans ou 5 ans, quand il a été réalisé l'entrée sud de mémoire. Et comme dit Pierre, il y a 4 ou 5 ans, on a suivi les prescriptions d'Enedis avec la CPA, puisque c'était la CPA à l'époque qui faisait cette entrée sud, sur un diamètre de chambre. Et comme dit Pierre, 5 ans plus tard, quand on arrive au tirage, le diamètre de chambre n'est pas suffisant. Donc il nous a semblé plus cohérent avec les rapports qu'on avait avec Enedis et avec les projets que l'on menait de front en commun, de les autoriser à rouvrir sur notre trottoir qui n'avait que, comme tu l'as dit, 4 ou 5 ans, Ça fait un peu mal au cœur. d'ouvrir des chambres, changer des chambres pour avoir des chambres un peu plus larges, et de les autoriser à faire ces travaux pour qu'ils puissent en fait faire ce tirage et pour qu'on puisse en faire enterrer, comme l'a dit Pierre, la grande ligne en face du champ, je reviens dessus, je ne sais pas quelle, hein, de Karine, et ainsi que ligne électrique qui monte le long du trottoir où arrive la maison du papa de Karine. Voilà, vous le citez bien. Et donc du coup, en faisant ça, ils nous ont tout de suite dit, bien entendu, on fera des joints propres, on fera le béton désactivé et on reprendra à notre charge l'ensemble de ces travaux. Mais vous nous rendez un grand service et vous faites gagner beaucoup de temps. Je pense qu'avec tous les services qui nous ont rendus par ailleurs sur ce chantier et tous les bons échanges qu'on a eus,
ce n'était que la moindre des choses. On a travaillé en partenaire avec Enedis pour faciliter au mieux, et ils nous ont assuré qu'à la fin des travaux, béton désactivé, ça on y aura, et joints seront faits dans les règles de l'art, pour que par la suite, les choses enterrées, on ne voit presque plus rien au niveau de ce fameux trottoir qui retrouve presque Ça va être joli. son aspect de départ. Karine. Moi, je voulais revenir également sur cette décision. C'est laquelle, cette parcelle-là? Parce que j'avoue... La BE23. Ouais. C'est celle qui monte, BE23. la BE23, celle pour laquelle on est en train de faire la... Non, la BE23, c'est pas le chemin. C'est laquelle? C'est celle qui se trouve au niveau du côté gauche, juste un petit peu avant les voitures miniatures. Là, on leur a Vous avez mis transfo. Voilà. Là, après, il y en a une autre. C'est une BD. C'est toute la longueur du chemin. Ça, c'est différent. Là, c'est pour l'emprise du pont. C'est bien la BE. Bon, elle est importante. Nous, elle comporte, elle fait tout le tour. Hein. C'est une grosse parcelle. Je suis allé voir Béatrice Bozo, justement, pour qu'elle me spécifie bien. C'est une grosse parcelle. Mais bon, voilà. Donc, la localisation, c'est bien l'emplacement. La délib, c'est bien prévu pour l'emplacement du transfo. C'est vraiment à l'entrée très proche du portail du plateau de la Plaine. Ce gros cube. Pour le situer, c'est plus simple. Le portail du plateau, 10 mètres avant le portail du plateau de la Plaine. 10-15 mètres. J'étais un peu surpris qu'ils soient en contrebas par rapport à la route. C'est vrai. Ça, c'était un peu enterré, et donc du coup, on va devoir S'il y a les eaux d'écoulement et tout. Et bien justement, on va devoir reprendre en effet une petite pente bétonnée qui entoure pour pouvoir assurer l'écoulement. Non, non, mais Tout à fait. faut que je jette un œil. Ouais, bien Donc sûr. c'est lors de mes réunions de travaux Ça a que je vais été- jeter un œil. Ça a été... Merci. Non, j'ai rien dit, j'ai rien. Allez, C'est une bonne chose. bon, bah, écoutez, cette deux questions, on va la faire passer au vote. pas vous. Eh bien, volontiers, monsieur Pierre. Voilà. Alors, j'espère que toutes les informations données par les uns et les autres ont été assez précises pour que vous puissiez en toute conscience délibérer sur cette convention de servitude au bénéfice de la société Enedis pour la somme de 20 €, ce que j'ai compris. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Je vous remercie et nous pouvons passer à la délibération numéro 2. Je laisse la parole à Madame Laloze. Ah, c'est bien. Oui, surtout qu'on avait on se demandait quelle était la différence entre la suspension d'une exécution et l'annulation. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, c'est comme ça. Ah ben écoute, comme nous. Ah, Merci, Mais ouais, tu c'est m'as difficile. retiré une question. Oh, bah, tu pourras la poser quand même. Hein. Non, André vient de la poser. Je sais pas qui peut Bah, porter il faut la peut-être réponse présenter le particulière. point avant et on posera les questions. Oui, puisque C'est une bonne question. cette maison avait été donnée au CCAS à l'époque, lors de son vivant, par M. Garcin. Il se trouve que nous avons essayé au niveau du CCAS de voir ce que l'on pouvait faire pour respecter la clause. Hein. On avait trouvé une solution qui n'a pas été retenue ni au niveau de l'ARS, ni au niveau du département, ni au niveau de la préfecture, parce que ça n'était pas dans les lignes. C'est quelque chose qui n'existait pas, donc voilà. Donc nous, CCAS, où nous avons un tout petit budget, tu le sais, Karine, de gérer une telle affaire, c'est un peu difficile, et on avait voté, on avait dit, bon, eh bien, on donne ça à la commune. Voilà. C'est plus quand même le rôle de la commune que le nôtre petit CCAS de gérer tout ça. La délibération au niveau du CCAS a été faite. La délibération a été faite au niveau de la commune qui a accepté cette donation, mais il n'y a pas eu d'acte notarial, comment on dit, c'est ça? Notarial. Notarial, qui a suivi. Donc, ce qui fait que cette délibération ne rime plus à rien. C'est toujours, ça appartient toujours à la commune, au CCAS, pardon. Voilà, donc cette délibération n'a plus lieu d'être. Alors c'est pour ça que je voulais savoir la différence, moi, entre, qu'est-ce que ça veut dire entre suspension et annulation? Tu peux nous le dire? Ah, je peux vous lire la délib, c'est écrit dedans. Ouais, ben, j'ai pas compris.
Dans l'attente de la réponse des juges saisis quant à ce contentieux, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de surseoir à l'exécution de la délibération précitée. Donc ça veut dire en fait que dans l'attente d'une décision, ça reste au CCAS. Lorsque la décision sera prise, la mairie va reprendre du coup la délibération en disant finalement on se reprend la maison Gassin. C'est ça? Mais il faudra C'est refaire une délibération. de suspension. Ah non, on n'aura pas besoin. Ah, Suspendu. ah, la lettre Ça nous arrive, par Oui, mais- exemple, quand on a des permis de construire. Sur un permis de construire, on peut avoir un recours. Ce recours peut impliquer, Karine, qu'à un moment donné, un préfet peut être saisi sur une décision parce qu'on n'est pas d'accord. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un recours hiérarchique. J'évoque cela parce que c'est une question qu'on a eue ce matin et qui se prête assez bien. Et donc, ce recours hiérarchique, si tu veux, qui va arriver jusqu'au préfet, va suspendre la décision qui avait été prise à l'époque en attendant le nouvel avis qui peut être émis par un préfet. Cet avis émis par le préfet va permettre à ce moment-là de pouvoir reprendre la décision dans un sens ou dans un autre. En attendant l'avis du préfet, on suspend cette décision. Là, c'est un peu le même principe, sauf que ce n'est pas, bien entendu, une question de terrain, c'est une question de transformer une maison ensuite à un legs, comme l'a dit très bien André, en logement pour locatifs sociaux pour personnes âgées. Et il y a une procédure qui a été introduite, comme cela est noté, par un recours qui a été introduit par les héritiers directs. Et donc, il va y avoir un juge qui va rendre un jugement. Et donc, en attendant ce jugement, il nous semble pertinent de suspendre cette délibération. Et après coup, on verra ce que l'on fera de cette délibération. Là j'ai entendu, j'ai compris. J'ai totalement, là j'ai compris que c'est en suspens, il n'y a aucun souci. Là où moi, ça me pose problème en tant que membre du CCAS, c'est que du coup, le fait que ce soit suspendu et que cette action ne soit jamais allée jusqu'au bout, jusqu'à l'acte notarial, en ce moment, tous les frais d'avocat qui sont pour cette affaire-là, c'est le CCAS qui, de sa propre poche, est obligé d'avancer ses frais. C'est là où moi, personnellement, et membre du CCAS, et je sais qu'on a déjà eu des discussions là-dessus, je trouve ça un petit peu Alors, illogique. Karine, je ne veux pas me tromper, mais je parle sous l'autorité d'André. Il me semble qu'à un conseil municipal, on a justement doté, mais alors je n'ai pas la mémoire des chiffres ni la mémoire de la date. 9 000 Non, mais c'est vrai, 9 000 Je euros. ne veux pas dire de 9 000 bêtises. Oui, Voilà. 9 000 euros. Mais il me semble qu'on a doté, nous, la commune, des moyens financiers permettant au CCAS de se défendre. C'est en fait une forme transparente, puisque le budget du CCAS est un budget très grande partie, on va dire quasi exclusif, abondé par le budget communal. Bien entendu que nous n'avons pas laissé seul le CCAS affronter cette action en justice et que nous avons bien entendu épaulé financièrement le CCAS pour qu'il puisse se défendre dans de bonnes conditions. Je rappelle aussi que dans cette, de mémoire là aussi, mais Eric pourrait nous corriger ou André pourrait le faire, dans cette procédure, il n'y a pas que le CCAS qui a été, entre guillemets, attaqué, le terme n'était pas beau, il faudra le corriger facilement, mais la commune aussi, partie prenante, et donc du coup, les familles Provence, bien entendu, et donc du coup, on doit nous aussi défendre ce qu'on estime être les intérêts des familles mérarguaises qui attendent peut-être ce logement social, notamment les personnes âgées du bel âge, c'est aujourd'hui le bel âge des personnes âgées, qui sont aussi en attente de ces logements, comme vous connaissez ceux qui sont au niveau du pré de ville, les maisons, qui malheureusement, il n'y en a que 15 de mémoire, André, je crois, et sont à saturation. André, sur son bureau, des personnes qui peuvent avoir candidaté, tout cas tu dois le savoir aussi, qu'on a au moins une quinzaine de dossiers. Donc, il nous semblait pertinent que l'on puisse rajouter à ces 15 appartements de la Volumière 8 autres nouveaux appartements pour pouvoir compléter l'offre
de logements sociaux pour personnes âgées. Tu sais combien les petites retraites pour personnes âgées sont des fois limitées et que quelquefois, peut-être pas, Stéphane hoche de la tête, et que du coup, ben, il nous semblait pertinent que ces familles mérarguaises éligibles au logement social et en ayant des petites retraites puissent aussi accéder à ce logement. En attendant le résultat du jugement qui ne devrait pas tarder, me semble-t-il, eh bien, la commune a épaulé le CCAS pour que justement, en attente, on puisse bien entendu se défendre et nous supporterons bien entendu la décision du juge. Et au lieu de faire justement des lignes budgétaires comme ça où l'on passe de l'argent d'un service à un autre, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait du coup l'acte notarié? Qu'est-ce qui nous a empêché, nous communes, de passer du coup l'acte notarié au moment où on a pris la délibération justement de passer la maison Garcin à la mairie? On a en fait travaillé sur la faisabilité, comme a expliqué André, d'essayer de créer une sorte de maison inclusive permettant un accueil de personnes handicapées et de personnes en lien avec des difficultés d'autonomie pour créer ce système. On a eu des difficultés à créer nous-mêmes ce projet. Donc on s'est rapproché d'un sachant, en l'occurrence Fanny Provence, puisqu'on le connaissait, pour lui demander d'étudier cette possibilité, puisqu'il avait réalisé ce genre de choses, et la DAR, en effet, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une faisabilité, mais que les services de l'État, comme André l'a très bien expliqué, n'avaient pas les dispositifs pour pouvoir rigoureusement réaliser ce genre d'équipement. Donc en discussion avec eux, on a décidé de continuer à garder le principe de logement social pour personnes âgées, mais pas forcément handicapées en quelque sorte, et de pouvoir continuer sur un projet de faisabilité à travers 8 appartements, 4 et 4, avec 4 en réduisé et 4 en plus 1, 16 et 3, pardon, et 2, et donc du coup, de pouvoir en quelque sorte proposer notre action sociale à travers ce legs. Quand on a commencé à faire les essais techniques, la valorisation du bien, les projets d'architecture, le permis, on avait décidé de ne pas encore signer cet acte notarié. Quand on a validé toutes ces étapes pour voir la faisabilité, pour voir le coût, pour voir l'intérêt pour la commune, et pour voir si la personne en charge, la ville de Provence, pouvait réaliser, supporter et réaliser ces appartements, on était en capacité en effet de signer l'acte. On a simplement un tout petit peu attendu, puisqu'on avait vent, entre guillemets, qu'une procédure était en cours. On n'avait pas signé un acte qui, à un moment donné, allait se retrouver peut-être en conflit avec une suspicion. Donc on a suspendu l'action chez le notaire, en disant d'un commun accord avec le preneur, attendons, la machine est lancée, mais attendons. Dans le même état d'esprit prudentiel, on suspend la décision et on dit attendons. Oui, non, mais de toute manière, s'il y a eu l'acte en justice, et que la mairie, que ce soit l'acte soit passé à la mairie ou soit passé au CCAS, ça n'enlève en rien à la justice, quoi. Je veux dire, donc c'était juste, je ne comprends pas pourquoi, simplement, l'acte n'est pas passé directement en mairie. Parce que là, on revient, que l'avocat se soit mis, enfin, ou la famille, peu importe, qu'il y ait un acte juridique actuellement dessus, que ce soit au sein de la mairie ou que ce soit au sein du CCAS, ça n'a rien empêché sur le fait que de toute manière, cette maison, elle nous appartient, qu'elle nous appartienne d'un côté ou qu'elle nous appartienne de l'autre, elle nous appartient. Quand tu dis nous, tu veux dire la commune. La commune, bien sûr. D'accord. Donc, si on avait passé automatiquement l'acte, quoi qu'il en soit, ça n'aurait absolument rien changé sur les décisions actuellement juridiques qu'il y a sur cette maison-là. À l'inverse, si nous l'avions fait, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Quel était le bénéfice à travailler dans l'urgence, alors que nous avions cette action en justice que nous pressentions? Donc, je pense qu'à un moment donné, on a préféré différer un acte plutôt que de le prendre pour après se retrouver dans une situation qui n'apporte pas plus de bénéfices que celle qu'il a aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas fait de bêtises. Attendons. Et après, si on a une décision qui nous est favorable et qui nous permet de continuer
eh bien, nous entamerons la suite. Si une décision est différente et qu'un juge estime que non, il faut encore travailler pour essayer de trouver la formule qui nous définira, nous verrons. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas sachant en la matière. Je préfère qu'on se confie à un sachant, puisqu'aujourd'hui, c'est entre les mains de la justice. Et après coup, nous serons toujours à temps de prendre les délibérations en ayant en plus un avis juridique. Voilà. Donc, il n'y a pas d'urgence en la matière, c'est pas gênant. Et comme tu le dis très bien, c'est au CCAS, c'est à la commune, c'est toujours l'ensemble. Et donc, la situation n'est pas changée, le bien reste propriété titrée du CCAS. Parce que par exemple, tu vois, c'est juste la manière avec laquelle, désolé, c'est juste la manière avec laquelle on est en train de passer les actes qui me fait bizarre, tout simplement parce que de mémoire, je n'ai pas les dates, mais de mémoire, lorsque les propriétaires du château actuel nous ont proposé à la commune de récupérer le parc du château, avant même de passer un accord avec eux, on a fait passer en délibération du conseil municipal de faire des études sur la faisabilité de ce que l'on pourrait faire de ce parc du château. Je crois qu'on avait payé dans les 900 et quelques, ou 1000 euros, ou je ne sais plus, peu importe. Mais avant même de prendre la décision finalement définitive de passer un acte, pas un acte notarié, je ne parle même pas d'acte notarié, d'accord du conseil municipal sur l'acquisition et l'accord du don qu'on nous avait donné, on a fait les études avant. Or là, on passe la maison, on l'a fait déjà passer d'un service à un autre, et avant de faire les actes notariés, on dit on va d'abord faire les études. Pourquoi on n'a pas fait les études avant alors? Alors, en ce qui concerne le château, Tout est en suspens. En ce qui concerne le château, non, mais je veux dire, c'est juste que ça ressemble à une situation comme ça. C'est pour ça que je reprends l'exemple que tu as énoncé. Mais en ce qui concerne le château, nous avons eu des réunions avec le propriétaire du château. Le propriétaire du château, quand il est venu nous voir et qu'il nous a expliqué son projet, quand on a vu l'AVF, l'architecte, le conservatoire, la DRAC, on a vu la faisabilité de ce projet d'un château qui tombait en décrépitude, on a simplement dit qu'il nous semblait bon de pouvoir récupérer les espaces gratuitement. Ils nous ont donné les espaces, ils nous ont proposé de récupérer les espaces. Nous on a demandé et ils nous ont dit ok, je répète. Du coup, il nous semblait qu'il y avait peu de risques qu'il y ait un contentieux sur une personne titrée qui est ok pour nous donner les terrains. Voilà. Et donc du coup, en effet, moi je l'avais oublié mais je fais confiance à ta jeune mémoire, quoique on doit être à peu près de la même génération, donc on a le même degré de... peut-être un peu que la mienne quand même. Donc du coup, on a peut-être en effet mené une étude qui a coûté 1000 euros, en attendant de traduire définitivement l'acte. Cette étude nous a permis de voir en quelque sorte ce qu'on pourrait faire par anticipation le jour de la récupération du terrain. D'ailleurs, de mémoire, il me semble même que nous n'étions pas encore titrés, nous avons demandé des conventions, parce que nous étions en lien avec eux aussi sur la partie du plateau dont il reste propriétaire et dont le cheminement avec une servitude va nous permettre de continuer le projet, de faire une boucle de promenade qui est presque terminée, qui est très sympathique, où d'ailleurs Philippe travaille pas mal. Et ça nous a permis de mener les projets que nous avions en tête, de ruches, de futurs espaces bucoliques pour les mérargués. Et donc, du coup, on estimait que le risque contentieux de quelque chose qu'on nous donne était très faible. Voilà. Et ça s'est avéré, d'ailleurs, ça s'est tellement avéré juste, qu'à un moment donné, quand on a été titré, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils nous avaient titré trop tôt parce qu'ils avaient peut-être des raisons encore à faire passer. Et auquel cas, on leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est bien parce qu'on est titré qu'on ne décidera pas avec vous des conventions hypothétiques si vous avez besoin de... Je veux dire que les rapports n'étaient pas les mêmes. Voilà. Ok, d'accord, je comprends. Voilà, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit et compléter et résumer peut-être par là même le point de vue de l'opposition. Bon, je commence, disons, par la fin. Ça fait 13 ans qu'on parle de la maison Garcin à Mérargues. C'est une affaire qui date de mai 2006. À l'époque, M. Garcin voulait donner la maison à la mairie.
je ne sais pas, on n'était pas élus, on ne sait pas ce qui s'est passé en conseil. Finalement, cette maison va au CCAS, et c'est une très très bonne chose. Et je rejoins ce que André a dit, et également ce que Karine a dit. Le CCAS n'est pas assez solide sur le plan financier, sur le plan également humain, parce qu'il faut du travail, du personnel, et vous n'êtes pas fait pour ça, mais la mairie est peut-être mieux organisée, a beaucoup plus de poids et de réseau pour porter un tel projet. Et donc je rejoins Karine, je ne comprends pas pourquoi finalement cette maison n'est pas passée du côté de la mairie et que cet acte notarié a été finalement signé. Bon, Fabrice n'a pas été signé. Voilà, comme le pacte n'a pas été signé. Fabrice, bon, l'histoire des coûts, des études, etc., personnellement, je n'adhère pas. Je n'adhère pas puisque en début d'année 2017, et j'aimerais quand même dire à l'Assemblée que je connais très très bien le dossier, je le connais même par cœur, pour avoir lu les mémoires des avocats, etc., je n'ai rien à cacher. En début d'année 2017, il y a une délibération qui a été passée en conseil municipal sur des garanties d'emprunt. Des emprunts qui ont été proposés par Famille Provence. Lorsqu'il y a emprunt, il y a naturellement une estimation de coûts de construction et d'aménagement. Et la mairie de Mérargues s'est portée, on a voté contre, s'est porté garant donc de ces emprunts, ce qui vient donc contredire ce que tu viens de dire. Les coûts étaient estimés et les emprunts étaient bien lancés. Pour ma part, j'ai eu une prise de contact avec Claudie Convert, pour ne pas le citer. Je me rappelle très bien, puisque j'étais en vacances pour la Toussaint au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'était le 31 octobre 2017. Ah, voilà. C'est très joli cette Marie-de-la-Mer. Très joli. Donc c'est quoi la date? On compare septembre 2016, date à laquelle cette délibération que vous voulez suspendre aujourd'hui a été prise, 31 octobre 2017, donc il y a plus d'1 an qui sont passés entre votre expression du choix de signer un acte notarié et la première prise de contact avec Claudie Convert, où il était affolé de voir la maison de son oncle partir en logements sociaux, etc. Donc, ce qui veut dire quand que je l'ai rencontré, il n'était pas affolé. Quand je l'ai rencontré, Claudie m'a simplement demandé comment pouvait-il pour avoir de l'argent. Voilà. Il n'était ça, pas affolé. je sais pas. C'était pas les Seine-Marie-de-la-Mer, c'est ta mère. Mais c'est pas là-dessus. Il veut peut-être de l'argent, je ne sais pas moi ce qu'il veut. Tout ce que je peux te dire, c'est pour répondre sur son affolement. Mais je ne sais pas ce qu'il veut, ça me... Ah ben, comme tu connais bien le dossier, je m'étais dit... Mais je connais le dossier, mais je vais te dire, en toute sincérité, je le dis à tout le monde, entre choisir la maison qui reste pour la commune et la maison, et c'est la volonté d'ailleurs de son oncle, et la maison partir aux héritiers potentiels, je choisis 100 fois que la maison reste à la commune. Voilà. Et les erreurs, ce n'est pas nous qui les faisons. Hein. Donc lorsque il prend contact avec moi, il y a 3-4 mois qui se passent, et donc l'attaque en justice, elle est effective en début d'année 2018. Donc entre septembre 2016 et le début d'année 2018, il y a quasiment plus de 1 an et demi, voire même plus qui sont passés. Donc je rebondis sur ce qu'elle a dit Karine, je ne comprends toujours pas pourquoi cet acte notarié n'a pas été signé, et je pense sincèrement qu'il fallait véritablement le faire. Alors, j'ai lu les mémoires, je suis l'affaire de près, bon, je lis les mémoires de la commune, je lis les mémoires de la famille Convert. Bon, dernièrement, je me suis aperçu, Fabrice, et encore une fois, je contredis ce que tu viens de dire, que votre axe de défense, notre axe de défense, parce qu'on est élu, consiste à dire, bon, on s'est peut-être trompé, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire, on l'a peut-être mal mené ce dossier, etc. On veut bien revoir notre stratégie, etc. Je l'ai lu, le mémoire. Bon, lorsque je lis votre délibération, ce qui est écrit ici, dans l'attente de la réponse des juges, bah, je trouve qu'il y a quand même quelque part un paradoxe. D'un côté, vous dites aux juges, mais en fait, on s'est trompé
on ne veut pas faire ce projet, on est prêt à revoir notre carte, ce qui est quand même illusoire dans la mesure où vous avez 3 délibérations, même 4 avec le permis, la délibération de donation du CCAS à la mairie, vous avez également le bail emphytéotique qui arrive au même conseil en septembre 2016, vous avez les garanties d'emprunt et vous avez l'obtention de permis. Et vous allez dire au juge, en fait, bon, on s'est trompé, on ne voulait pas faire de logements sociaux, etc. Attention, ce que tu as dit, on peut tout à fait l'approuver. Dire qu'il y a des mérargués âgés qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'habiter, etc., on l'approuve 100 fois. Pourquoi alors la mairie n'a pas conduit le projet? Et pourquoi la mairie a voulu donner pour 1 euro symbolique à Famille Provence cette maison qui lui a été donnée? Je veux dire, et là, il y a des erreurs de droit, il y a des erreurs de gestion qui sont faites par vous, par les dirigeants de la commune. Alors, de plus, encore un paradoxe, vous nous proposez de suspendre une délibération. Bon, on vous le dit, je vais m'arrêter là parce que franchement, on en a un peu marre de parler de ce sujet. Bon, vous nous proposez de suspendre une délibération, mais cette délibération, elle est liée à d'autres délibérations. Et ce que je viens de dire, à savoir la 79, 2016-79, c'est-à-dire le bail emphytéotique, et la 2017-15 FS, c'est-à-dire les garanties d'emprunt, et le permis, en fait, tout est lié ici. Donc vous suspendez une délibération, je veux bien, mais et les autres, qu'est-ce qu'elles deviennent ces délibérations? Je n'ai aucune réponse à cette question. De plus, les délais de suspension, moi je veux bien que cette délibère soit suspendue, mais je veux dire, si, je ne comprends pas. Bon, vous suspendez d'un côté, vous dites au juge, on s'est trompé. Ben, combien de temps vous allez suspendre cette délibère? Donc j'aimerais que tu puisses répondre à ma question, et je m'adresse peut-être également à un autre DGS, comme quelle est la durée légale d'une suspension d'une délibération, parce que cette affaire sur le plan juridique, elle est difficile, hein. Les juges sont embêtés, il y a une clause là-dedans qui n'est pas respectée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut durer très longtemps en justice. Je veux dire, on n'a pas sûr d'avoir une réponse demain de la justice, ça peut durer très très longtemps. Et je rejoins encore une fois ce que Karine a dit, si ça dure longtemps en justice, bah malheureusement, la mairie et donc le CCAS devraient payer plus d'argent et ça devient insupportable, quoi. Ça fait 13 ans qu'on en parle de cette affaire, il est temps, quoi, franchement, que ça cesse. Voilà. En tant que collectivité, 13 ans sur un bien communal, je trouve ça un peu long. Qu'on vous a donné, quand même. Quel particulier laisserait une maison comme ça, sa propriété, 13 ans, sans projet, sans utilisation? Nous, la commune, ça fait 13 ans qu'on a ce bien bloqué, qui n'avance pas. Non, mais il y en a 13 ans, depuis la donation, on n'a rien fait sur ce bien. Quel particulier laisserait sa maison 13 ans sans rien faire? Répondez-moi autour de la table qui laisserait sa maison. M. Garcin vivait en 2016 et en 2006, il était en vie, il est mort en 2012. Mais ce que je veux dire, le projet que le travail en amont. C'est ce que j'ai voulu dire. Parce que la donation pour la récupération des séquelles. Oui, bien sûr. Mais le projet, on aurait pu le commencer avant. Bah, la tante qui meurt, quoi, quand même. Oui. Il habitait dedans, alors. Oui, bien sûr. Alors, je ne connaissais pas exactement la date, Gilbert s'en souvient, c'est 2012, c'est vrai. Je pense qu'il est décédé en février. Tant qu'il était vivant, ah, c'est sûr que tant qu'il est vivant, on a même refusé ce don. C'est sûr, hein, Madame Jouve? Alors, non, mais c'est vrai que vous l'avez refusé, le don, au niveau de la mairie. C'est pour ça qu'il est au CCAS aujourd'hui, parce que vous l'avez refusé à la mairie. On a la délibération. Alors, pour pouvoir continuer à échanger ça, personne moufte là-dessus. Ce dossier brûlant. Oh, il n'est pas brûlant. Hein. On va quand même on s'abstiendra et on ne veut plus entendre parler. Ah ben alors, tu n'écoutes plus. Non, mais je t'écoute, bien sûr, mais en un Est-ce que tu veux t'écoutes pas mais non, mais je t'écoute avec... Tu veux plus entendre parler, tu vas parler. Non, mais c'est lourd, quoi. Ça fait des années... Non, mais on va t'écouter, bien sûr. Alors, juste quand même, un petit rappel. Merci. Juste un petit rappel, tout de même. Dans le choix de transformer cette maison
en logements sociaux pour personnes âgées. Je rappelle simplement que c'est pas un don qui est fait à l'euro symbolique à une quelconque quantité, en l'occurrence Famille et Provence. On fait une estimation du bien. Cette estimation du bien, elle était faite par les domaines. J'en ai bien souvenir, puisqu'on est allé sur place avec la dame des domaines et qu'on a fait l'immeuble de la maison de Fontancomble. On a dû faire sortir les guêpes ou les abeilles, je crois, à l'époque, qui étaient dans les volets. On s'était piqué, André s'était fait piquer les guêpes. Les guêpes. André s'était fait piquer. Et cette estimation des domaines de mémoire, là encore, mais je peux me tromper, devait être autour des 300 000 €. Alors, peut-être qu'Éric, là où André en mémoire le chiffre exact, 306 000, merci. Nous étions, je répète, et nous sommes toujours, commune carencée de logements sociaux. Nous avons payé, et si c'est le problème, Gilbert, si tu écoutes, Mais non, c'est pas le problème. nous avons payé, j'ai eu la courtoisie de te laisser terminer quand tu as parlé, tu pourrais peut-être avoir la même courtoisie. Il y a une clause Donc de je respect termine. d'un défunt. Nous avons une pénalité de 100 000 € annuels. Il faut respecter les Nous avons discuté avec les services de l'État, et les services de l'État nous ont dit, dans ce cas-là, si vous faites ce genre d'action, vous ne pouvez en effet pas dessaisir du bien si vous le souhaitez, vous le mettez à disposition du bailleur social pendant une durée définie de 50 ans, vous resterez de toute façon à terme sur le bien et sur le terrain, et à la suite de ces années passées dans lesquelles lui va réaliser les travaux, va emprunter et va ensuite récupérer les loyers pour faire fonctionner l'opération, parce que les bailleurs sociaux ne sont pas des entreprises qui sont au CAC 40. Je vois que moi aussi je lis les rapports et les mémoires des avocats, des choses sur lesquelles je suis des fois un petit peu choqué. À ce moment-là, vous pouvez donc déduire de votre pénalité la somme correspondant à l'évaluation du bien effectué par les domaines. Pour la faire simple, autrement dit, si votre bien est évalué à 300 000 €, vous allez pouvoir non seulement rester propriétaire à terme et récupérer la maison et le terrain, mais en plus, vous pourrez déduire de votre pénalité ces 300 000 €. Donc il n'y a pas de don qui est fait, ce n'est pas l'euro symbolique, c'est un bail amphithéotique avec 300 000 € de déduction. Alors, vous faites du logement, ou vous n'en faites pas, il est peut-être mieux de faire du logement et de ne pas donner 100 000 € au préfet, plutôt que de ne pas faire de logement et de donner 100 000 € au préfet. Dans le deuxième cas, non seulement vous ne sortez pas les 100 000 € qui vous serviront pour autre chose dans votre budget, mais en plus vous répondez à une demande de créer du logement social pour les méringués et pour les personnes âgées. Ça veut dire que ce bien-là, qui est géré par Famille de Provence à travers ce bail amphithéotique avec cette déduction, non seulement il rapporte à la commune du logement et de l'argent parce qu'on ne va pas payer, donc on n'a pas à sortir de l'argent, mais en plus il reste la propriété de la commune. C'est une solution qui nous paraît pertinente. En ce qui concerne le jugement, moi, je ne suis pas juge, contrairement à ce que tu as l'air de laisser dire, tu as lu et où le juge est bien embêté. Moi, je n'ai pas rencontré le juge, je ne sais pas si le juge est bien embêté, je ne sais pas. Tu as l'air d'avoir des informations que tu connais, puisque tu disais que les juges sont bien embêtés. C'est ce que j'ai cru entendre. L'affaire est difficile. Ben alors peut-être qu'elle est difficile, mais qu'ils soient assez costauds pour ne pas être embêtés. En tout cas, quoi qu'il en soit, notre démarche a été de demander au juge de trancher définitivement et de dire, est-ce que vous estimez que l'action que l'on a entreprise à travers la création de logements sociaux pour les personnes âgées, c'est un objectif qui va bien dans le cadre de l'article qui était référencé sur le legs. Et si vous ne jugez pas que c'est le cas, eh bien, on pourra revenir à ce moment-là parce qu'on a pu se tromper, en effet. Et si vous jugez qu'on ne s'est pas trompé et que c'est le cas, eh bien, on pourra continuer à faire. Et donc, on vous demande, et c'est ce que je crois que de mémoire, c'est très proche, c'est le 18 mars, le jugement. Voilà. Et je pense que là, nous aurons l'information. Et voilà, j'appelle de mes voeux à ce que la commune puisse faire ces logements pour les méringués, pour les personnes âgées, et qu'on puisse déduire cette pénalité, en espérant qu'on ait bien eu lecture de ce qui nous a semblé être l'acte notarié avec l'article, dont je me souviens plus référencé, et que ça nous semble être de bonne foi quelque chose qui puisse correspondre. Mais si on nous dit que ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, on continuera à chercher, à trouver pour être dans
le projet. Et donc, tout le principe de défense qui sera établi le 18, si ça t'intéresse et que tu fais preuve de l'affaire, je suis sûr que tu seras dans la salle pour écouter les avocats plaider cette affaire. Et nous verrons ce qui... pas que ça à faire. Ça n'a pas que ça à faire, mais moi j'y serai en tout cas, Eh ben j'essaierai oui, d'y être pour écouter ce que vont dire les avocats et pour être au plus proche des biens de la commune. Voilà, c'est tout. Alors, je me permets quand même de rebondir. Le mémoire, je l'ai dans mon smartphone ici, et ce n'est pas du tout ce que vous défendez comme argument. Donc, ce que tu es en train de dire ne correspond pas à ce qui est écrit par la défense. Vous, par la défense, vous dites que c'était un projet, mais ce n'était pas sûr. Donc, vous avez freiné, et d'ailleurs, c'est pour ça certainement que vous suspendez la délibération. Voilà. Donc, il y a sans cesse des paradoxes et des contradictions, mais ce n'est pas très grave, on laisse les juges faire. Je pense que tous ceux qui sont intéressés pour savoir ce qu'il y a dans les fameux mémoires et comment plaideront les avocats les uns les autres pourront le 18 se rendre et écouter. Et ils auront l'information directe du système de défense choisi par les uns et par les autres. Et quelques temps après, j'espère assez rapidement, nous aurons des juges qui aura tranché sur cette affaire. Nous en reparlerons certainement lorsque nous aurons le délibéré. Voilà. Si on a bien fait le tour de cette question numéro 2, je vous propose donc de passer au vote, donc qui est contre la suspension de cette délibération, qui s'abstient. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, il me semble que le conseil municipal est terminé. Gilbert. Voilà, j'ai plusieurs questions qui, je ne les ai pas posées au début parce que tu préfères à la fin. Plusieurs questions et des remarques. La première, toute simple, le site de la commune est souvent piraté. On a pas mal de retours, Eric, que tu dois être au courant, de la population. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais rien en informatique, mais ça doit être un problème peut-être grave ou voilà. Grave ou pas grave? Dans la mesure, c'est sûr que le site est piraté, c'est toujours plus grave. Par contre, donc, tu as il est reparti, il est à nouveau propre. Mais malgré tout, c'est une vieille version de Joomla et elle est en cours de remplacement. Donc, en WordPress, donc dernière génération. Mais il faut savoir que j'ai d'autres sites qui tournent avec du Joomla 1.5 puisque c'était la version. Et les communes sont particulièrement visées, donc malgré tout, donc, on subit régulièrement des attaques. Parce qu'hier, j'ai voulu essayer, aussi, ça ne marchait pas. Là, maintenant, ça fonctionne. Tu as essayé de faire... Mercredi, vers 14h, 15h, j'ai voulu faire un truc. Non, là, maintenant, il fonctionne. Bon, tant mieux. J'espère que ça va marcher, parce que c'est embêtant. Maintenant, il fonctionne. Alors, les constructeurs tombent encore en panne, mais quoi qu'il en soit, un nouveau site derrière, avec une nouvelle charte graphique. Eh bien, tant mieux. Voilà. Super. Deuxième question, remarque. On est fin février, début mars. On n'entend pas parler... du budget, on n'entend pas parler de la préparation du budget. Bon, on a toujours été écarté de ceci. On espère que cette année, c'est la dernière année du mandat, on espère que cette année on sera convié à des commissions. Alors j'entends que dans les autres communes, on prépare le budget, il y a des commissions finances, etc. Et je râle un petit peu parce qu'ici, on ne fait rien. Et j'aimerais quand même savoir quand est-ce qu'on commence à préparer ce budget et que l'on puisse faire une véritable commission à laquelle on participe. Donc, on est preneur. Troisième question, remarque, nous avons vu un permis de construire pour des logements sociaux, encore cette fois-ci au Moulin, 12 logements sociaux. A priori, je l'ai demandé le permis, c'est un permis qui a été demandé et accordé à Famille Provence. La question est toute simple, il n'y a pas eu de bail, il n'y a pas eu de choses qui ont été faites, vous avez changé de stratégie, vous faites passer le permis avant, le bail après, et pas le contraire, donc j'aimerais avoir des explications là-dessus. Quatrième question, concerne donc les décisions du maire, et la dernière
ligne qui concerne une assurance qui vient tardivement. Je m'étais intéressé un petit peu aux assurances et là je vois apparaître une assurance qui vient donc au mois de février. Bon, j'ai croisé cette donnée qui est dans le tableau avec le dire de la population, à savoir qu'on a oublié d'assurer le centre aéré, ce qui est très très grave à mon sens. Est-ce que c'est vrai que la commune a oublié d'assurer le centre aéré et que le centre aéré est resté un certain temps sans assurance, ce qui est très très grave? Donc j'aimerais tout simplement avoir confirmation. C'est vrai que les gens n'étaient pas, les habitants, pardon, n'étaient pas très très contents. À cela s'ajoute le fait, toujours sur le centre aéré, on est sans cesse en recrutement de jeunes pour bosser dans le centre aéré. Si on est en recrutement de jeunes pour bosser dans le centre aéré, ça veut dire que les jeunes qui sont recrutés ne restent pas très longtemps. Et ça, c'est embêtant. Je vous avais déjà alerté sur l'organisation du centre aéré, le paiement des jeunes et le travail des jeunes. Ben, je ne sais pas, il y a a priori un problème avec ce centre aéré. Et j'aimerais, vous, les décideurs, nous vous demandons de prendre les choses au sérieux pour que ce centre aéré puisse fonctionner d'une manière cohérente, parce que c'est un véritable service public. Et cinquième question, ou la deuxième qui concerne les décisions. Ça passe vite, c'est la C'est pas cinquième. grave, c'est pas grave. Non, cinquième. Ok. Regarde, pour une fois, j'ai tout noté. Tu vois, d'habitude, je ne note pas. La deuxième qui concerne les décisions du maire. Bon, la Japan-Mania, c'est très bien. Ça coûtait 2351,13 €. Bon, je trouve que vous êtes assez généreux avec certaines associations extérieures à la commune. Je suis quelqu'un de très ouvert, il n'y a aucun problème. Bon, alors que vous êtes un peu moins généreux avec des associations qui sont à l'intérieur de la commune. Bon, j'ai plusieurs questions, plusieurs remarques. On a voulu... C'est quoi à l'extérieur, à l'intérieur? Ce sont des associations... C'est quoi à l'extérieur? Qui ne sont pas merguez, là. Les associations à qui vous avez donné de l'argent, ce pas des associations de merguez. Et je me rappelle avoir voté un budget très serré sur les associations qu'on a repris parce qu'il n'y avait pas assez de budget, il n'y avait pas assez d'argent pour donner à certaines associations locales. On s'est serré un petit peu la ceinture. Bon, on a donné moins de subventions. Bon, je me rappelle avoir assisté, vous avez assisté avec moi, à une chute de subventions pour le foot. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a serré un petit peu la ceinture parce qu'il n'y avait pas d'argent. D'ailleurs, à ce sujet, le budget association est un budget qui est très serré dans la mesure où la somme qui a été votée au budget correspond exactement à la somme qui a été affectée. Donc, une fois, on a été précis. D'où, mais non, vous n'avez pas été précis. D'où, puisqu'il y a du rap là, il y a du rap, vous avez dépensé de l'argent. Mais je sais que ce n'est pas le même budget, c'est exactement là la question. Si vous faites chaque année la Japan-Mania, c'est votre choix, pourquoi vous n'affectez pas ce budget dans le cadre de l'activité associative? Et en tout cas, je ne sais pas sur quelle ligne vous prenez l'argent pour payer ces associations. J'aimerais avoir bien sûr une réponse à cette question. Et bon, je termine en vous faisant une proposition. On en a un petit peu parlé, tous les quatre. Bon, on se dit, c'est très bien de faire une ouverture culturelle, internationale, etc. Mais pourquoi choisir chaque année le Japon? Il y a d'autres cultures, il y a d'autres pays, il y a d'autres horizons, et c'est bien. Et c'est bien, voilà, je ne sais pas, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, il y a plein de... la Chine... L'Australie... Exactement, on peut avoir plein avec de... les aborigènes... Mais, je veux dire, si on inscrit ça dans le cadre d'une ouverture internationale de la médiathèque, faisons d'autres richesses culturelles. Et je finis sur un petit truc. On trouve franchement, l'année dernière, on avait été invité à l'inauguration, c'était sympa, tu avais fait un discours, etc. On a mangé un bout à la médiathèque. Pour une fois, on était... bon. Cette année, on a... Oui, je ne sais pas si tu es venu, mais c'était sympa. Il y avait le consul du Japon... Non. Madame. C'était pas le consul.
L'invitation est partie à tout le monde. Non, non, on ne l'a pas reçu, Madame Verdu. J'ai cherché, j'ai beau chercher, dans mes courriers, dans mes mails, etc. C'était le vice-consul, la dame. Oui, peu importe, elle a été très gentille. Bon, pourquoi le groupe d'opposition a encore une fois été écarté de cette manifestation? Voilà, c'est encore une fois... Bon, vous nous avez habitués un petit peu à nous inviter plus généreusement, et cette fois-ci, on est un peu déçus. Alors, en ce qui concerne la question sur le terrain de l'ancienne station d'épuration et sur les 12 logements sociaux prévus, en définitive, comme tu le sais très bien, la station d'épuration, l'ancienne donc a été démontée, et depuis quelques années, la nouvelle fonctionne et est un peu plus basse, ce qui permet de raccorder un peu plus de monde, puisqu'on est plus bas, entre autres. Du coup, il a été, puisque c'est un terrain communal, fait un projet de créer du logement à cet endroit-là, et bien entendu, à travers le PLU, et comme nous sommes, je le répète, carencés en logements sociaux, nous avons signé un contrat de mixité sociale avec le préfet, nous lui indiquant nos projets de construction de logements. Nous avons une stratégie sur ce principe-là qui est la suivante. Nous pensons qu'il est bien de faire des petits groupes de logements sociaux répartis sur la commune, 5 à la caisse d'épargne, 8 à la maison Garcin, 12 au chemin de Boulel, ce qui nous permet d'avoir une répartition et d'avoir une intégration, nous semble-t-il, à travers la population, en créant une mixité, plutôt que d'aller, comme l'ont fait certaines communes, de choix vers des terrains centrés avec de gros ensembles. Voilà. Ça se discute, il nous semblait que le territoire est plus propice pour nous à ce genre de choses. Sur donc le dit terrain de la station, l'ancienne station d'épuration, nous avons demandé au bailleur social d'étudier la faisabilité, de faire des propositions. Il y a une possibilité de 12 maisons qui sont des petites maisonnettes en bande, de, je dirais, de mémoire, alors André a la mémoire plus 70 mètres carrés, en R+1, avec un petit jardinet devant et un espace collectif central pour permettre justement de pouvoir garer sa voiture au sein même de ce grand espace, comme un petit lotissement, et à vocation sociale, parce que je pense qu'il y a des mérargués, donc là ça ne s'adressera pas trop aux personnes du bel âge, puisqu'on est un peu plus éloigné, mais plutôt à des jeunes couples, parce que c'est plutôt des maisons, donc à des jeunes couples mérargués qui pourraient ainsi bénéficier d'un logement avec un loyer, c'est le principe du logement social, un loyer modéré. Nous sommes en train de discuter avec le bailleur social et nous attendons bien entendu l'estimation du terrain, qui va être faite par les domaines. En l'occurrence, ça me laisse l'occasion d'expliquer un petit peu les différentes stratégies. J'en ai évoqué une tout à l'heure avec Karine en ce qui concernait la stratégie de la maison Garcin avec ces fameux 306 000 € en déduction de notre pénalité. Sur ce terrain-là, nous n'avons pas encore fait de proposition tranchée. Nous attendons l'évaluation qui sera faite par les domaines. Et à la suite de cette estimation, nous avons aussi une autre possibilité qui s'offre à nous, c'est-à-dire de vendre le terrain et de pouvoir à la fois partager la somme évaluée, je dis n'importe quoi, si ça vaut 300 000 € par exemple, on peut demander au bailleur social de nous payer 100 000 € et de nous déduire la valeur de la pénalité, donc les 200 000 € restants. Ce qui fait que ça fait bien toujours 300 000, mais cette fois-ci on décide de déduire un peu moins et de prendre une partie en cash. Voilà, c'est une autre possibilité. On n'a pas arbitré sur cette chose et on n'a pas eu encore le retour des domaines. Donc quand on aura le retour des domaines, on pourra en effet avancer sur ce dossier, sachant que le bailleur social et Famille Provence, lui, a décidé, parce que c'est compliqué de monter des projets dans ce sens-là, à la fois de voir le coût pour pouvoir évaluer les propositions qu'il pourrait nous faire, à la fois de voir le potentiel du terrain, qui nous a permis d'arriver
à ce principe des 12 logements, l'ensemble des servitudes, l'ensemble des raccordements électricité, eau, autres, qu'il fallait voir pour être certaine de ce que lui pourrait mettre. En même temps, ça lui a permis aussi de pouvoir candidater, parce que c'est comme ça que ça marche le logement social, de pouvoir candidater à des dispositifs de subvention qui sont établis par le conseil régional, par l'État. Ce sont des dispositifs, et donc nous sommes en relation aussi avec les fonctionnaires d'État pour leur dire, on avance sur le projet, le bailleur social vous a peut-être demandé des subventions, on va vous donner les éléments qui vont vous permettre de pouvoir maintenir ces subventions et les accorder, et donc de rentrer dans le budget global du bailleur social. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas changé de modifier de stratégie, on a simplement laissé le bailleur social faire son permis. Le permis est arrivé à échéance, à trouver ses propres financements. Vous avez changé de stratégie. Et à trouver ses propres financements. Toi, tu as aussi grande connaissance dans la recherche de subventions pour le logement social. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. J'écoute ce que me disent les services de l'État et ce qu'ils m'expliquent. J'écoute ce que me disent les bailleurs sociaux. Voilà. Je confronte un petit peu les informations. J'écoute aussi, en échangeant avec mes collègues, un petit peu dans des projets comparables, les différentes stratégies. Je crois ces informations qui se regroupent. Donc, j'ai envie de dire, j'ai plutôt tendance à croire les services de l'État. Dans ce cas-là, qui connaissent les dispositifs et qui accordent des subventions, et les sachant, que d'autres personnes. Donc, je reviens là-dessus, le permis de construire, il doit être de 2 mois avec son instruction, est arrivé à terme. Il n'y a pas de raison de ne pas accorder un permis de construire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien n'empêche quelqu'un de déposer un permis de construire sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et donc, du coup, si toi un jour tu as envie de déposer un permis de construire sur un terrain qui ne t'appartient pas, rien ne t'empêche de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi la famille... Il est affiché le 23 janvier, madame Thomas. Très bien, parfait. Vous ne savez pas qu'il est affiché? Justement, s'il est affiché, c'est qu'il est accordé, donc il faut bien qu'il soit affiché. Il y a des recours, tu sais, sur des permis, des fois il y a des recours. Donc c'est la loi. Voilà. À moi de vous informer que le permis est affiché. On respecte ce principe, il est affiché, j'espère qu'il est, puisque s'il n'affiche pas le titulaire du permis, il aura du mal à expliquer qu'il n'a pas purgé les recours des tiers, et il se doit, je pense, de l'afficher quand il lui a été accordé. Voilà. Bon. Accordé, affiché, c'est bien. Tant mieux, le 21 janvier ou le 23 peut-être, moi j'ai pas la date. Tant mieux, super, on a la date. Donc, 24. Ensuite, super, tant mieux. Donc ensuite, à partir de là, on verra si le dossier continue, si le bailleur équilibre et trouve son ensemble de dispositifs, si la proposition nous semble cohérente, et si nous avons l'estimation des domaines, présenter en conseil municipal cette délibération. En ce qui concerne l'assurance, c'est la SMACL Assurance. Donc, nous avons notre assurance nous avons relancé un marché pour obtenir une autre assurance. Cette assurance, la SMACL, c'est l'assurance pour les civiques, c'est ça, je pense. La SMAC, c'est l'assurance des collectivités locales. Voilà. Et donc du coup, nous avons en fait une petite différence parce qu'ils sont un peu moins chers que ce que nous avions avant. Et donc, il nous a semblé pertinent de changer et nous venons de changer. Donc je pense que nous avons dû faire les choses à temps pour pouvoir avoir notre assurance bien à jour. Et c'est pour ça que vous avez ce montant de 2 735,46 € sur taxe. La précédente était, je crois, 2003 ou 2005. Mais le centre aéré est resté non assuré. Alors, vérifier les dates. C'était ma question. J'irai vérifier les dates exactement, mais je t'apporterai l'information. Je ne suis pas déjà. Des copies. Ah bah, si tu l'as, c'est parfait. En ce qui concerne le centre aéré, peut-être que Marie voulait compléter le recrutement. Par rapport au recrutement. Vos enfants ont fréquenté le centre aéré de Méran? Oui, mon fils avec la fille. Alors vous avez pu voir qu'effectivement ce n'est jamais les mêmes jeunes qui travaillent. Parce qu'il n'existe pas de BAFA professionnel. On ne fait pas une carrière dans un centre aéré. Bien sûr. Alors le BAFA, les jeunes qui passent le BAFA, c'est des jeunes qui font des études, qui se dirigent vers l'enseignement, ou vers d'autres filières, et qui restent malheureusement 1 an ou 2 ans sur le centre aéré, pas plus.
En plus, ce BAFA, pour ma part, je trouve qu'il est très cher, puisqu'il coûte 650 € à la famille, et je suis persuadée que bon nombre de jeunes aujourd'hui pourraient le passer, mais qui n'ont pas les moyens. Ceci dit, pour le recrutement de Mérargues, on a les mêmes problématiques que tout le canton et que tous les villages. On s'entraide, on essaye de se passer donc, les fichiers concernant les jeunes qui sont inscrits, on prend les animateurs en stage pour les motiver, on leur donne un petit peu de déplacement, on prend en charge le repas, mais ce n'est pas propre à Mérargues. Il n'y a pas qu'à Mérargues qu'il y a des problèmes de recrutement comme le BAFA. Ça se passe de partout comme ça. Et concernant, donc, vous avez interpellé concernant les subventions, on n'enlève pas une somme comme ça, une subvention, parce que la personne ne revient pas ou que l'association ne revient pas. On subventionne sur des projets. J'ai pas dit ça. Non, mais vous le laissez entendre. Non, pas du tout. J'ai dit qu'on s'est serré la ceinture parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et les projets, quand on subventionne plusieurs années pour un projet qui, au bout de 3 ans, ne voit pas le jour, parce que je sais de quelle association vous parlez, effectivement... Je parle d'aucune association, Madame Verdu. J'ai dit qu'on s'est serré la ceinture, c'est vous-même qui l'avez dit, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Parce qu'il y a de plus en plus d'associations. Et je trouve qu'on dépense beaucoup pour des associations. Les se partagent. Mais... Je vise aucune association, ne voyez aucune mauvaise intention dans mes propos. Et donc cette association qui a vu son budget effectivement dégrévé de moitié, c'est parce que pendant 2 ans elle avait été subventionnée pour un projet qu'elle n'a pas porté, qu'elle n'a pas amené à terme. Cette année, le projet pour lequel ils ont été subventionnés a été porté à terme, donc nous reverrons cette année en commission ce qu'il en sera. Mais de quelle association vous le savez mieux que moi. Alors, je sais pas. Pour compléter le propos de Maryse, en ce qui concerne le budget qui est lié à l'activité de la Japan Mania, bien entendu que c'est un budget de... Tu as fait le compte, je crois, de 2500 €, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, 2300 €. C'est un budget qui est sur, de mémoire, ça doit être le chapitre 65, qui est de l'acquisition de prestations. La partie associative et le budget associatif doit être sur le chapitre... Eric n'est pas d'accord. Ah, je me trompe peut-être alors. Le 65, c'est ça? Alors, peut-être pas le 65. Je pense que le budget association, c'est sur le 68. Non. Non, alors rappelle-nous les chiffres, que je ne me trompe pas. Les subventions pour les associations sont au chapitre 65. 65, pardon. Là, on est dans le cadre de l'acquisition de prestations. Donc c'est hors chapitre 65 et c'est sur le 011. Ah, 011, oui, parce que l'autre il est à bloc. Donc, c'est-à-dire que les subventions aux associations, d'abord, elles ne peuvent être données qu'à des associations mérarguaises, sauf les associations non mérarguaises, mais dont l'activité est d'intérêt local. Ça, c'est la règle, pour pouvoir faire de l'imputation sur le 65. Et ça correspond à des subventions annuelles en général, des subventions d'aide au fonctionnement. Alors qu'ici, on est dans du ponctuel. Les associations, en l'occurrence, sont considérées comme des prestataires de services. Donc, on fait recours à de la prestation d'acquisition de services, comme on peut le faire avec n'importe quel service. Ça reste de l'argent pour les associations. Je me suis trompé sur les chapitres, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, le budget associatif de Mérargues, c'est 60 000 €. Non, 120. Non, je termine. 60 000 € pour les associations de mémoire et 60 000 € correspondant aux festivités. Ça fait un budget associatif de 120 000 €. Et donc, nous n'avons pas modifié ce budget, nous l'avons laissé à la somme qu'il est depuis quelques années et nous avons décidé de ne pas, comme ça a été fait dans quelques communes qui ont été faire des économies sur certains secteurs, nous n'avons pas décidé de le contraindre et nous essaierons dans l'avenir de continuer à le faire. Voilà. Mais le projet de la Japan Mania est lié à un budget qui n'est pas sur le budget associatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris 2500 € du budget associatif pour les donner sur un autre lieu pour la Japan Mania. En ce qui concerne le choix du Japon, donc cette année nous avions le consul général, ça au moins tu connais je t'ai pas invité. Et tu aurais eu le plaisir peut-être de le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi les invitations ne sont pas arrivées, et ça, j'en suis désolé. Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu que l'année prochaine, il y ait un thème qui soit l'Australie, et il n'est pas exclu non plus que pour animer
cette manifestation, on fasse appel à des associations qui vont nous démontrer comment les aborigènes vivaient, je ne sais pas moi, comment marchent les opérations de chasse chez les aborigènes, la peinture C'était juste qui une peut se faire. suggestion, c'est bien. Oui, non, mais je le dis dans acte. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que tel était le cas, on s'adresserait peut-être à des associations non mérarguaises, parce que j'en connais pas beaucoup à Mérargues, qui sont intéressés par l'art aborigène, par le bâton qui fait venir la pluie ou pas, mais s'il y avait, voilà. Mais s'il n'y a pas, peut-être qu'on s'adressera quand même à travers un budget pour animer. Si ce n'est pas l'Australie, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense en effet que ça fait 3 ans qu'il y a une activité liée au Japon-Japania. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une 4e, je ne sais pas encore, et peut-être qu'il y aura un autre pays qui sera mis en avant, je n'en ai aucune idée. Voilà. S'il n'y a plus de questions, et si chaque année, on pense aux documents à la jeunesse et sport. À la CAF, je suis très étonnée, et je vais inspirer demain, je suis très étonnée que le centre aéré ait pu fonctionner sans accord. Parce que systématiquement, chaque année, que ce soit la jeunesse et sport, que ce soit la CAF, on nous demande des documents. Et surtout quand il y a des sorties des enfants, on faxe 12 heures avant, le nombre d'enfants, etc. Alors je vérifierai, et effectivement, si ça s'est produit, il ne faut absolument plus que ça se reproduise. Mais je suis un petit peu perplexe sur ce question. Mes chers collègues, 1h30 de conseil municipal, c'est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à bientôt. Et merci à nos caméramans et amateurs.